Qu'il s'agisse de la vérité sur la mauvaise nourriture servie dans les avions ou du fait que choisir le siège le plus sûr peut vous sauver la vie, voici quelques-uns des secrets de vol les plus fous qui ne sont jamais révélés aux passagers. Préparez-vous à l'embarquement. L'embarquement est l'une des parties les plus stressantes du voyage en avion. Nous sommes tous passés par là, vous avez traversé les contrôles de sécurité de l'aéroport, vous arrivez enfin à la porte d'embarquement, et vous voyez une énorme file de passagers attendant d'embarquer sur votre vol. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à se précipiter pour rejoindre la file. En effet, la majorité des compagnies aériennes ont préassigné des sièges spécifiques aux passagers. Et si certaines compagnies aériennes aiment appeler les passagers en groupe pour l'embarquement, vous ne devez pas nécessairement adhérer à cette règle. Embarquer en dernier est le moyen le plus simple de minimiser le temps d'attente à bord. En supposant que votre bagage à main ne soit pas trop volumineux et difficile à ranger dans le compartiment à bagages, il n'y a pas vraiment d'intérêt à rester debout, à faire la queue, à attendre un siège, il y a déjà votre nom dessus. En embarquant vers la fin, il y a également moins de personnes qui encombrent la zone de la porte d'embarquement et la passerelle aéroportuaire, ce qui accélère globalement le processus. Pendant que vous attendez, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à votre carte d'embarquement ? Le code alphanumérique à 6 chiffres qui figure sur la plupart des cartes d'embarquement est appelé Passenger Name Record. Ce code, qui est enregistré dans la base de données des systèmes informatiques de réservation contenant les itinéraires de vol de chaque passager, peut révéler beaucoup de choses sur vous, notamment votre date de naissance et vos coordonnées. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais jeter votre carte d'embarquement dans une poubelle publique. Entre autres choses, la base de données à laquelle ce code correspond contient des informations sur les cartes de crédit, les détails des passeports, ainsi que les adresses IP en cas de réservation en ligne. Mais si un code relié à toutes vos informations personnelles semble effrayant, espérons que vous ne trouverez jamais ce prochain code sur votre carte d'embarquement. Les passagers qui trouvent le code des 4S sur leur billet peuvent se retrouver soumis à des contrôles de sécurité supplémentaires. Pourquoi ? C'est l'abréviation de Secondary Security Screening Selection, sélection de contrôle de sécurité secondaire. Ce code est ajouté à la carte d'embarquement des passagers que les compagnies aériennes jugent suspects. Comme nous le savons tous, les aéroports prennent la sécurité très au sérieux, et certaines choses qui peuvent nous sembler totalement innocentes sont considérées comme suspectes par les responsables des compagnies aériennes. Les vols de dernière minute, les allées simples ou l'achat de billets en espèces peuvent tous sembler un peu suspects aux yeux des agents de sécurité de l'aéroport. Ne paniquez donc pas si vous voyez ce code sur votre carte d'embarquement, à condition que vous n'ayez rien à cacher. Les avions sont des machines assez lourdes, il est fou de penser qu'un avion commercial de taille moyenne a un poids maximum au décollage d'environ 79 400 kg, ce qui inclut 40 800 kg de carburant, ainsi que 20 400 kg de passagers, d'équipage et de fret. Malgré leur taille, les avions rencontrent toujours quelques problèmes dans les airs. Ces problèmes sont souvent dus à d'autres éléments qui ont tendance à se trouver là-haut dans le ciel. Il va sans dire que les collisions entre les avions et les oiseaux ne se terminent pas toujours bien, pour les oiseaux en tout cas, mais ils peuvent tout de même causer des dommages à un avion lorsqu'ils le frappent à grande vitesse. Comme vous pouvez le voir ici avec cet avion de Turkish Airlines, qui est entré en collision avec un oiseau en 2015. Heureusement, les passagers s'en sont sortis, mais pas l'oiseau. On compte plus de 13 000 collisions avec des oiseaux chaque année aux États-Unis, parfois assez graves pour détruire les moteurs. Comme vous pouvez l'imaginer, les murs et les clôtures ne sont pas très efficaces pour éloigner les oiseaux des pistes d'atterrissage. Les aéroports doivent donc faire preuve de créativité pour éviter les accidents liés aux oiseaux. L'une des méthodes utilisées à l'aéroport national Reagan de Virginie consiste à tirer des balles à blanc dans des canons pour effrayer les amis à plumes et les éloigner de l'aéroport, tandis que d'autres aéroports rendent leur environnement moins favorable aux oiseaux en remplissant des étangs et en remplaçant l'herbe par du gravier. L'aéroport de Salt Lake City, quant à lui, réduit son problème d'intrus ailés en utilisant des cochons pour fouiller et manger les œufs de mouette. D'autres aéroports, comme celui de Tarbes-Lourdes-Pyrénées en France, allument des écrans LED avec de grandes paires d'yeux globuleux pour effrayer les oiseaux de proie, agissant comme une sorte d'épouvantail de l'aviation, mais il n'y a pas que des oiseaux dont les aéroports doivent s'inquiéter. Les conditions météorologiques extrêmes ne sont pas vraiment quelque chose qui peut être effrayé avec un regard sale d'une paire d'yeux LED. Les tempêtes de grêle sont l'une des conditions météorologiques les plus dangereuses pour un avion et elles peuvent causer des dégâts assez importants. Le nez de cet avion a subi un véritable choc avec des grêlons aussi gros que des balles de golf après avoir volé à travers une tempête de grêle.
Les fenêtres ont été tellement brisées que les pilotes ont dû faire atterrir l'avion presque complètement aveugle. Miraculeusement, personne n'a été blessé, à part le portefeuille de la compagnie aérienne qui a dû payer les réparations. Les orages de grêle sont une chose, mais certains pilotes nerveux s'inquiètent également de la possibilité que la foudre frappe un avion, alors que cela peut sembler hautement improbable. En fait, on estime que chaque avion de la flotte commerciale américaine est légèrement frappé par la foudre au moins une fois par an, ce qui peut sembler terrifiant, mais n'est pas aussi dangereux qu'on pourrait le penser. Avant qu'un avion ne soit mis en service, il subit des simulations de foudroiement, qui testent sa conductivité. Cela permet de s'assurer que la foudre peut traverser sans interruption la coque extérieure de l'avion et repartir dans le ciel par une extrémité comme le nez ou le bout d'une aile, laissant les passagers totalement indemnes, à l'exception d'un ou deux caleçons abîmés. Avez-vous déjà utilisé les toilettes d'un avion et vous êtes-vous demandé où vous évacuiez exactement vos déchets? Eh bien, contrairement à la croyance populaire, les toilettes des avions ne peuvent pas être vidées dans le ciel, mais bien sûr, des accidents peuvent se produire. Lorsque vous tirez la chasse d'une toilette d'avion, une forte aspiration entraîne les déchets en utilisant seulement une très petite quantité d'eau afin d'économiser du poids et de l'espace dans l'avion. Le contenu est ensuite acheminé vers un grand réservoir de rétention rempli de désinfectants. À la fin d'un vol, le mélange est aspiré dans un camion-citerne à l'aéroport, puis déversé. Cependant, le morceau congelé de schtroumpf pulvérisé que vous voyez ici, est composé de ce délicieux cocktail de déchets humains et du liquide désinfectant bleu et a été trouvé au niveau du sol, et est tombé d'un avion en 2017. Il y a eu au moins 27 incidents documentés de météores de glace bleue de ce type aux États-Unis entre 1979 et 2003, y compris des incidents de glace bleue tombant à travers les toits sous les pistes d'atterrissage des aéroports. Bien qu'il n'existe aucun mécanisme permettant aux pilotes ou aux agents de bord de réaliser des farces de type caca bleu, des fuites intentionnelles se produisent parfois à partir de la fosse septique de l'avion. Donc, si vous trouvez un jour un gros morceau de glace bleue dans votre jardin, croyez-moi, ce n'est pas une glace à la myrtille. Ne le léchez pas, mais tant que nous sommes sur le sujet des toilettes à grande hauteur, je parie que vous ne saviez pas qu'il existe un moyen secret de déverrouiller les toilettes d'un avion de l'extérieur. La prochaine fois qu'un enfant est enfermé dans les toilettes d'un avion, ou que vous avez envie d'être expulsé de l'avion pour avoir été particulièrement effrayant avec un étranger, vous pouvez facilement déverrouiller les toilettes de l'extérieur en utilisant un seul doigt. Dans la plupart des toilettes de cabine, les serrures extérieures sont cachées derrière un panneau métallique, comme celui-ci, que les agents de bord peuvent utiliser en cas d'urgence. Pour l'ouvrir, il suffit de soulever le panneau, de faire glisser le bouton en position déverrouillée, puis de s'enfuir, avant que les agents de bord ne vous attrapent comme le coquin que vous êtes. Tout le monde sait que la nourriture dans les avions est notoirement infecte, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Quel est le problème de la nourriture dans les avions? Les repas à bord des avions sont généralement préparés au sol par des traiteurs industriels, à proximité de l'aéroport, et sont habituellement préparés entre 12 et 72 heures avant le vol prévu. Contrairement à la croyance populaire, la plupart des repas en avion ne sont pas congelés. Ils sont plutôt réfrigérés par air pulsé et transportés dans l'avion pour que les agents de bord les réchauffent et les servent à bord. Certaines compagnies aériennes de luxe disposent même de leur propre chef et cuisine à bord, comme ceux que l'on trouve à bord de certains vols d'Etihad Airways. Alors, qu'est-ce qui fait que la nourriture en avion a si mauvais goût? Il s'avère que cela relève de la biologie humaine de base. Les cabines d'avion ont des taux d'humidité aussi bas que 10% en vol, ce qui est choquant, même plus sec que le désert du Sahara. Lorsque le taux d'humidité est aussi bas, nos sinus sont tellement déshydratés que cela affecte notre capacité à goûter et à sentir. Après un certain temps passé dans une cabine d'avion, la capacité de votre langue à goûter les saveurs sucrées diminue de 15 à 20%, tandis que les saveurs salées sont atténuées de 20 à 30%. Pour tenter de contrer ce phénomène, certaines compagnies aériennes augmentent considérablement la quantité de sel et de sucre dans leur nourriture. Vous consommez donc probablement beaucoup plus de calories que vous ne le pensez dans votre repas en vol. Si les repas insipides servis à bord des avions vous dépriment, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il s'avère qu'une paire d'écouteurs anti-bruit est la solution idéale pour améliorer le goût des aliments et des boissons dans l'avion. Étrangement, des études ont montré qu'un bruit de fond fort peut en fait atténuer notre capacité à goûter les aliments.
L'utilisation d'un casque anti-bruit pour couvrir le bourdonnement grave du moteur de l'avion peut donc aider nos sens à revenir sur Terre, mais les passagers ne sont pas les seuls à avoir des problèmes lorsqu'il s'agit de la nourriture servie dans le ciel. Il existe des règles très précises quant à ce que les pilotes peuvent ou ne peuvent pas manger pendant leur travail. Et pour cause, les pilotes et les copilotes sont mis en garde contre le fait de manger les mêmes repas pendant le travail, par mesure de prévention contre les intoxications alimentaires mutuelles. Si le repas d'un pilote est mal équilibré et le rend malade, l'autre pilote peut prendre le relais. Cependant, il existe une hiérarchie dans l'alimentation des pilotes. Dans certaines compagnies aériennes, le pilote reçoit un repas du menu de première classe, tandis que le copilote peut recevoir un repas de la classe affaires. Je parie que cela rend le dîner en tête-à-tête assez embarrassant. Étant responsable de la sécurité de centaines de passagers, il n'est pas étonnant que les pilotes de ligne soient souvent considérés comme l'un des emplois les plus stressants au monde. Le stress du travail est une chose. Imaginez simplement devoir passer des heures coincé dans un minuscule cockpit avec un copilote que vous n'aimez vraiment pas. Eh bien, il s'avère qu'avec des enjeux aussi élevés, éviter les pilotes, travailler avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas est considéré dans le secteur comme une question de vie ou de mort. Afin de réduire les tensions dans l'air, chaque capitaine, premier et second officier dispose d'une liste d'exclusion sur laquelle il peut inscrire le nom des collègues avec lesquels il préférerait ne pas partager un vol. Les demandes sont soumises selon un calendrier mensuel, et la liste approuvée des adversaires de vol est introduite dans le système de programmation de la compagnie aérienne, ce qui empêche deux pilotes adverses de se retrouver dans le même cockpit. Bien que cela puisse sembler un peu extrême, se laisser distraire par une rivalité sur le lieu de travail pourrait entraîner un accident assez grave, en particulier pendant le décollage et l'atterrissage, où la tension est la plus grande. Si seulement des collègues aussi agréables étaient garantis dans tous les emplois. Contrairement à ce que les films et les émissions de télévision pourraient vous faire croire, les voyages en avion sont en fait l'un des modes de transport les plus sûrs et vos chances de mourir dans un accident d'avion de ligne sont d'1 sur 3,37 milliards. Malgré cela, près d'un Américain sur 3 a peur de l'avion et cette peur a conduit de nombreuses personnes à se demander où se trouve l'endroit le plus sûr en cas d'incident en vol. Il s'avère qu'une analyse des données de 17 accidents d'avion survenus au cours des 35 dernières années, réalisée par le Time Magazine, a permis de trouver une réponse. Le Time a découvert qu'historiquement, les sièges situés dans le tiers arrière d'un avion avaient 68% de chances de survie, contre 62% dans la section avant et 61% dans le tiers central. On pourrait penser que l'un des endroits les plus sûrs d'un avion est un siège côté couloir, car il permet d'accéder plus rapidement aux différentes sorties de secours à bord, mais selon les données, les sièges côté couloir dans le tiers central d'un avion sont les pires endroits où se trouver en cas de crash, avec un taux de survie de 56%. En revanche, les sièges du milieu, plus précisément à l'arrière de l'avion, constituent l'endroit le plus sûr et vous donnent 72% de chances de survivre à un atterrissage forcé. J'aime ces chances, espérons simplement qu'aucun d'entre nous n'aura jamais à les mettre à l'épreuve. Si vous avez déjà eu un siège-fenêtre sur un vol, vous avez peut-être remarqué un minuscule trou juste en bas de la fenêtre. Bien qu'il puisse sembler petit, c'est en fait l'un des éléments de sécurité les plus importants des avions. Mais pourquoi est-il si important ? Comme la pression de l'air diminue à mesure que l'on s'élève, les avions sont conçus pour maintenir la pression de l'air à un niveau sûr et respirable dans la cabine. Cette importante différence de pression atmosphérique exerce une forte pression physique sur les fenêtres. Elles doivent donc être construites de manière particulièrement solide. Alors qu'une fenêtre normale à simple vitrage se briserait facilement à cette altitude, les fenêtres d'un avion sont composées de 3 panneaux solides en acrylique, la fenêtre extérieure servant à empêcher les éléments d'entrée et à maintenir la pression de la cabine. Si quelque chose devait arriver à la première vitre, le deuxième panneau servirait de sécurité. Celui qui se trouve à l'intérieur de la cabine, quant à lui, fournit une dernière ligne de défense, tout en gardant nos mains loin des autres pour ne pas les endommager. Le minuscule trou que j'ai mentionné, connu sous le nom de trou de purge, est situé dans la vitre centrale et son objectif principal est d'équilibrer la pression de l'air entre les vitres centrales et extérieures. Il permet également d'éviter la formation de buée ou de givre sur les vitres, car après tout, c'est en regardant par les fenêtres que nous nous amusons le plus en vol. En parlant d'intérieur d'avion, vous êtes-vous déjà demandé ce que sont ces petits triangles rouges ou noirs que l'on trouve à l'intérieur des cabines ? Ils sont en fait là pour indiquer au personnel de cabine quelle fenêtre offre le meilleur point de vue sur les ailes de l'avion, ce qui leur permet de vérifier s'il y a un problème avec l'aile ou le moteur. Donc,
Si vous êtes assis près du triangle, essayez de ne pas devenir trop paranoïaque si une hôtesse de l'air commence soudainement à regarder par-dessus votre épaule. En plus des signes et des icônes intelligents, des sons sont également utilisés dans l'air pour que tout fonctionne comme sur des roulettes. La plupart des voyageurs réguliers reconnaîtront ce son. La plupart d'entre nous savent qu'il s'agit généralement d'un signe indiquant qu'il faut retourner à son siège et attacher sa ceinture. En réalité, il peut signifier bien plus, car chaque compagnie aérienne utilise les carillons de manière légèrement différente. Il existe des modèles régulièrement utilisés que vous pouvez écouter lors de votre prochain vol. Un carillon unique peut signifier que le pilote avertit le personnel navigant des turbulences à venir, mais il peut aussi signifier qu'il veut une tasse de café. 2 carillons consécutifs signifient généralement que l'avion approche des 10 000 pieds, tandis que 3 carillons ou plus indiquent un problème plus grave, comme un passager extrêmement malade ou un avertissement de turbulence extrême. Alors, écoutez bien, et si les bips retentissent comme Darude Sandstorm, il est peut-être temps de paniquer ou de danser. Les bébés qui pleurent, les sièges exigus et l'absence d'espace pour les jambes, voler en classe économique peut vraiment être un chemin vers l'enfer. En revanche, avec des sièges privés, du champagne à volonté, des fraises enrobées de chocolat, il n'est pas étonnant qu'un vol en première classe figure sur la liste de souhaits de nombreuses personnes. Le service luxueux offert en première classe peut sembler parfait pour se reposer pendant un vol long courrier, mais son prix élevé en vaut-il vraiment la peine? Eh bien, par rapport à la classe affaires, qui est généralement le deuxième meilleur type de billet, il ne semble pas que ce soit le cas. En effet, un certain nombre de caractéristiques que l'on pourrait croire réservées aux voyageurs de première classe sont en fait disponibles dans de nombreuses sections de la classe affaires. Les cabines de première classe et de classe affaires de nombreuses compagnies aériennes proposent des repas à plusieurs plats de grande qualité, parfois même servis avec de la porcelaine et de la verrerie fine, ainsi que des oreillers et des couvertures en peluche. De nombreuses cabines de classe affaires offrent même des pyjamas gratuits. De nos jours, de nombreuses compagnies aériennes investissent dans l'optimisation de leurs services en classe affaires afin d'abandonner complètement la première classe. Certaines envisagent même de créer des cabines privées en classe affaires. En réalité, les seules différences notables entre les deux sont que la première classe offre un siège légèrement plus grand, parfois accompagné d'une suite privée, ainsi que quelques articles supplémentaires au menu, comme du champagne et du whisky. Toutefois, l'énorme différence de prix ne reflète pas la différence minime de service. En moyenne, un billet en classe affaires coûtera environ 2 fois plus cher qu'un siège standard en classe économique. Alors que pour la première classe, vous volerez pour un montant 6 fois supérieur à celui payé pour un tarif économique. Je pense que je préfère économiser cet argent et m'offrir un surclassement de chambre d'hôtel à destination. Qu'en pensez-vous? Appuyez sur le bouton j'aime pour la première classe et sur le bouton s'abonner pour un hôtel de luxe, ou pourquoi ne pas vous offrir les deux, vous êtes en vacances après tout. Les vols long courriers peuvent être assez pénibles pour les passagers, mais vous êtes-vous déjà demandé comment les hôtesses de l'air et les stewards semblent toujours aussi alertes et enjouées? Eh bien, la prochaine fois que vous embarquerez sur un vol long courrier, gardez un œil sur une porte mystérieuse qui ressemble à quelque chose comme ça. Alors qu'elles peuvent ressembler à un simple placard de rangement, ces portes mènent en fait à une pièce totalement secrète, en montant un escalier extrêmement étroit. Les agents de bord atteindront ce qu'on appelle un compartiment de repos, qui est spécialement réservé au personnel de cabine pour qu'ils puissent profiter d'un sommeil bien mérité. Ces compartiments de repos se trouvent généralement dans les zones de plafond des avions long courriers, l'un à l'arrière pour les agents de bord et l'autre à l'avant pour les pilotes. Chaque lit est équipé d'un oreiller et d'une couette, ainsi que d'une ceinture de sécurité qui doit être attachée si un membre de l'équipage décide de dormir un peu. Connus par les employés de l'aviation sous le nom de repos contrôlé, les agents de bord disposent d'un temps de repos déterminé en fonction du vol et sont réveillés par leurs collègues de cabine par interphone lorsque leur pause est terminée. Certaines compagnies aériennes plus chics, dont Singapore Airlines, veillent à donner à leurs membres d'équipage un avant-goût de la grande vie et leur fournissent des cabines privées luxe pour qu'ils puissent se reposer, tête d'oreiller en soient comprises. Les pilotes, quant à eux, bénéficient souvent de leur propre quartier privé à l'avant de l'avion, qui comprennent généralement 2 compartiments spacieux pour dormir ainsi que 2 sièges de classe affaires, une armoire et des toilettes. Ainsi, la prochaine fois que vous vous demanderez où est passée la charmante hôtesse de l'air qui vous sert votre boisson, elle pourrait être juste au-dessus de votre tête, flottant au pays des rêves. Blague à part, il est de la plus haute importance pour l'équipage de l'avion, et surtout pour les pilotes, d'être bien reposés, comme le démontrent des statistiques choquantes.
Ainsi, lors d'une enquête menée par l'Association britannique des pilotes de ligne, 84% des pilotes ont déclaré que leur capacité à piloter un avion avait été compromise par la fatigue, et 56% ont admis s'être endormis alors qu'ils étaient aux commandes d'un avion. En mai 2021, un pilote s'est même endormi pendant 40 minutes, en plein vol sur un vol commercial entre Cairns et Redcliffe en Australie. Il a accidentellement survolé sa destination de 112 km avant de se réveiller. Heureusement, la majorité des avions commerciaux sont équipés d'un pilote automatique pour maintenir l'altitude, par exemple. Les pilotes ne sont donc pas tenus d'avoir le contrôle total de l'appareil pendant tout le vol, mais il est toujours incroyablement dangereux pour eux de s'endormir en cas d'urgence et cela fera certainement partie de ma liste de raisons de serrer les dents pour mon prochain vol. Même si ce n'est pas quelque chose auquel on aime penser, les gens meurent un peu partout. Et parfois, cela peut inclure 30 000 pieds dans les airs. Bien que cela soit extrêmement rare, le personnel de cabine doit être préparé à l'éventualité malheureuse d'un décès en vol. Si un passager décède pendant un vol, l'équipage devra généralement attendre que l'avion atteigne sa destination finale pour retirer le corps de l'appareil. Parfois, les compagnies aériennes offrent aux passagers décédés un dernier surclassement et le font passer à la cabine de première classe, plus calme. S'il n'y a vraiment pas de place pour déplacer le passager décédé, le personnel de cabine recouvre son corps d'une couverture après s'être assuré qu'il est attaché pour la sécurité des autres passagers. Singapore Airlines a fait mieux que la vieille méthode consistant à cacher le corps sous une couverture et à essayer de ne pas paniquer et à lancer une flotte d'autobus aériens dotés de compartiments spécialement installés pour stocker un corps de taille moyenne en cas de décès en vol, connu sous le nom d'armoire à cadavres, ce qui ressemble d'ailleurs à un groupe de death metal. Ces casiers ont été spécifiquement installés sur le modèle Airbus A340-500. Ce qui est logique puisque ces avions effectuent le plus long vol régulier de passagers sans escale au monde. Pour aller de Singapour à l'aéroport international John Kennedy de New York, il faut environ 18 heures et 40 minutes. Je préférerais certainement avoir une armoire à cadavres effrayante à bord plutôt que d'être l'hôtesse de l'air à demander aux passagers de première classe si cela ne les dérange pas d'être assis à côté d'un cadavre pendant 18 heures. Lequel de ces secrets de vol vous a le plus surpris? Et avez-vous des secrets à partager? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo.